Très bien. Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire consacré au marché de l'énergie et puis plus spécifiquement au marché de l'électricité et du gaz de ce mercredi 23 octobre. Après notre session de juin, notre dernier webinaire avait eu lieu en juin, juste avant l'été. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle session. On va parler des dernières actualités sur les marchés de l'électricité et du gaz. Je suis Shamsini Laboura et je fais partie de l'équipe commerciale Rencontre chez Gazelle Énergie. Alors, lors de notre dernier échange en juin, nous avions quitté une période plutôt calme sur les marchés de l'énergie après une longue phase de turbulence. À cette époque, les prix du gaz étaient encore affectés par les tensions géopolitiques, surtout à cause des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Mais malgré ces difficultés, les marchés gaziers avaient réussi à se stabiliser grâce à une demande assez faible en Europe, à des stocks élevés et à des importations importantes de gaz liquéfié en provenant des États-Unis. En plus, on avait constaté une baisse significative des émissions de CO2 par rapport aux années précédentes, qui était due principalement à l'augmentation des énergies renouvelables, mais aussi à un recul de la consommation de gaz. Du côté de l'électricité, on avait aussi une situation qui s'était améliorée avec une production nucléaire qui était en hausse après une période assez compliquée, on va dire, depuis l'année 2022, et puis une offre renouvelable qui était solide, ce qui avait permis à l'époque de réduire la dépendance aux centrales à gaz. Alors maintenant qu'on a entamé l'automne, on vous propose de jeter un coup d'œil sur l'évolution de ces marchés et sur les nouvelles dynamiques qui les influencent. Quelles sont les tendances actuelles et puis quelles sont les perspectives qui concernent l'évolution des prix et des approvisionnements. Alors pour répondre à ces questions, je serai accompagné par Yulia Semenenko et Arnaud Servoin, deux de mes collègues experts dans les marchés de l'électricité et du gaz, qui nous exposeront la situation à date ainsi que les perspectives qu'on pourra attendre pour les mois à venir. Enfin, à l'issue de ce tour d'horizon sur les marchés du gaz et de l'électricité, nous aurons l'occasion d'avoir une présentation faite par Thomas Solari concernant les 6 PPA, qui constituent bien entendu un moyen de verdir sa consommation d'électricité sur long terme, mais aussi de s'assurer une stabilité budgétaire. Donc je vous commence sans plus attendre par les marchés du gaz, en cédant la parole à Yulia. Alors Yulia, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous faire, s'il te plaît, un état des lieux de la consommation de gaz de ces derniers mois? Oui, bonjour à tous. On va parcourir les fondamentaux d'abord. Donc, la consommation française enregistre toujours une baisse. Donc, ici, sur le graphique à gauche, on voit la consommation cumulée depuis octobre 2023 jusqu'à fin été 2024. Donc, on voit une baisse par rapport à octobre 2022, septembre 2023. On est bien en dessous de 400 TWh. Si on regarde par catégorie sur le graphique de droite, les industriels ont consommé un peu plus cette année. Bon, c'est une hausse qui a été enregistrée plutôt en début d'année. Les consommateurs qui sont raccordés au réseau de distribution, donc les ménages, les tertiaires ou les petites industries, donc ont légèrement baissé leur consommation donc, par rapport à l'année dernière. Cependant, la consommation pour la production électrique, elle était divisée par 2. Donc, on voit bien une baisse de la consommation du gaz pour produire de l'électricité. Cela peut s'expliquer par une production du renouvelable plus importante. Passons maintenant au stockage. Alors, l'objectif de remplissage pour l'hiver 2024-2025 a été atteint. Pour rappel, la Commission européenne a mis en place un objectif de remplissage à 90% au 1er novembre. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà à 95% à l'échelle européenne. Tandis qu'en France, les stocks sont remplis à 93%, un niveau inférieur par rapport au maximum enregistré, que c'était en fait l'année dernière, on a eu un taux de remplissage quasiment 100% à la même date. Donc, il est bon, 93%, ça reste quand même un taux assez satisfaisant. Par ailleurs, à la mi-octobre, les sites de stockage sont encore en nette injection. Donc, on va potentiellement aller au-delà de 93%, encore pour quelques jours.
Mais voilà, bref, la sécurité d'approvisionnement pour cet hiver est accomplie. Un petit dernier mot sur le stockage. On peut observer que quand on était arrivé à la fin de l'hiver 2024, donc en mars-avril 2024, on voit que les stocks n'étaient pas complètement vidés. Donc, c'est une petite information à retenir pour les prochains slides. Donc, très bien, merci Julia pour ces éclairages sur la demande de gaz. Donc, on voit que la demande est encore, on va dire, modérée et que l'offre en stockage est plutôt correcte. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation de l'offre durant ces derniers mois? Oui, alors si on regarde les importations, ici on est à l'échelle européenne, on regarde les importations de l'Union européenne par origine. Depuis 2022, on a eu, comme on a déjà vu la dernière fois, il y a eu un changement structurel dans les importations de gaz naturel. Le gaz russe a été remplacé, la gaz russe par pipeline a été remplacé principalement par le GNL et par un peu par les importations norvégiennes. Donc, l'actualité d'aujourd'hui, c'est que l'Ukraine avait annoncé qu'elle n'allait pas reconduire l'accord du transit des gaz russes par son territoire à partir du 1er janvier 2025. Ce transit vers l'Ukraine représente près de la moitié des importations actuelles du gaz russe par gazoduc, gazeux, à destination de l'Europe. Donc, ça veut dire que voilà, qu'à partir du 1er janvier 2025, le seul gazoduc russe opérationnel sera celui de Nord Stream. Donc, on verra encore diminuer la partie en rouge. Bon, alors cette information, il est en circulation depuis déjà un moment. Donc, le marché a déjà l'absorbé. Donc, voilà, on ne devrait pas avoir de prix voilà, d'impact significatif sur le prix normalement. Et ensuite, les importations de la Norvège représentent près d'un tiers des importations totales. Donc, c'est une source d'approvisionnement assez importante, mais surtout plus stable par rapport aux autres sources. Il y a juste à surveiller les maintenances. Donc, si on fait un petit zoom sur les maintenances norvégiennes. Donc, chaque année, il y a les maintenances planifiées, donc qui s'arrêtent plutôt fin août, début octobre, donc fin novembre, septembre. Donc, elles sont bien anticipées par le marché, mais la date de la reprise des flux, donc le retour vers les exportations à son niveau nominal est toujours incertaine. Donc, on peut observer une certaine volatilité si le planning de la reprise change. En revanche, après, on a les imprévus, les accidents, et qui ont un impact assez important sur le prix. Donc, même si de manière temporaire, par exemple, le 21 mai, il y a eu un accident sur une pipeline. Et les prix, ce jour-là, ont eu un rebond de 8%. Donc, voilà, donc, il y a les importations norvégiennes qui sont stables, certes, mais on surveille ces imprévus qui peuvent être juste temporaires s'ils sont résolus. Alors, si passons donc maintenant sur la part importation du GNL qu'on a vu tout à l'heure, qui quand même représente un tiers des importations totales. Là, juste d'abord, on fait focus sur les capacités. Pour votre information, donc à partir de 2025, la capacité mondiale de liquéfaction, donc c'est la transformation du gaz naturel en GNL, va plus que doubler. Donc principalement aux États-Unis et au Qatar, mais aussi en Afrique. Et parallèlement, la mise en service de nouveaux terminaux en Europe, donc des regasifications, donc c'est le contraire, donc la transformation du GNL vers le gaz gazeux, va permettre d'absorber ce flux croissant du GNL, surtout dans l'Europe du Nord et en Grèce. Donc voilà, ça c'est une information pour dire que l'offre va potentiellement augmenter. Et donc, si on part des importations du GNL, donc au niveau du flux et des prix,
Donc là, aujourd'hui, on a courant 2023. Alors, on a eu un pic des importations de GNL sur le continent. Cette année, on observe les importations ont diminué de plus de 10%. Cela peut s'expliquer par l'hiver dernier qui était assez doux. Donc, ce qui signifie que le stockage n'a pas été vidé complètement. Donc, on n'a pas eu besoin davantage, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, le deuxième point sur le GNL, donc on est toujours en concurrence avec l'Asie, donc dans le sens que les navires sont dirigés vers les destinations où les prix sont plus élevés. Nous surveillons donc l'écart entre le JKM et le TTF. Le JKM, donc c'est la liste de référence de GNL en Asie. Plus le GKM augmente, plus il devient profitable pour les pays exportateurs d'acheminer le gaz là-bas, donc vers la Chine, Inde, Corée du Sud. Bien sûr, il faut prendre en compte les coûts des transports. Aujourd'hui, par exemple, pour les États-Unis, c'est toujours plus intéressant d'envoyer vers l'Europe. Donc, l'Europe reste le principal destinataire des États-Unis parce que voilà, les coûts de transport vers l'Asie sont beaucoup plus importants, même si le GKM est plus élevé par rapport au TTF. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut tenir en tête que les événements climatiques et géopolitiques ont un impact important sur le commerce du GNL. Donc, on a vu aux États-Unis les ouragans qui étaient plus forts que d'habitude ont provoqué des perturbations dans la production. Et donc, il y a eu même un arrêt du terminal de GNL Freeport, qui est le plus grand terminal GNL des États-Unis. Donc voilà, c'est des événements climatiques qui aujourd'hui peuvent bien jouer sur les prix. Très bien. Bon, on voit que le gaz russe, dont on a été extrêmement dépendant pendant plusieurs années, alors quand je dis on, c'est l'Europe, mais aussi la France, et qui a soulevé beaucoup de craintes durant ces derniers mois, en particulier durant l'année 22. On voit que ce gaz russe, il a été en très grande partie remplacé par des importations en provenance de Norvège, mais aussi par des volumes de GNL bien plus élevés par rapport au passé. Tu nous as dit aussi que ça nous exposait à la concurrence avec l'Asie. Donc on passe d'un marché qui était local européen à un marché qui est mondialisé avec des bateaux qui peuvent aller un peu partout et en particulier vers les plus offrants, donc avec des bateaux reroutés de l'Europe vers l'Asie. Alors dans ce contexte qui est un peu nouveau maintenant, en 2024 par rapport aux années précédentes, comment est-ce que les prix du gaz ont évolué? Oui, tout à fait. Et sur le graphique ici, on voit les courbes des prix du TTF, Cal plus 1, donc en bleu tout en haut, le Cal plus 2 en rouge, le Cal plus 3 en vert, un peu plus bas, et puis le spot est en violet, bon, on ne le voit pas très bien. Donc, au deuxième semestre, les rebonds de prix ont été provoqués surtout par l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Donc, vers la fin de juillet, l'Iran est rentré dans le conflit un peu plus directement. Donc, il y a eu des craintes que les infrastructures gazières soient touchées. Donc, on a ça, le prix un peu rebondi. Il y a eu aussi, ce que je disais tout à l'heure, l'arrêt du terminal GNL qui était un peu plus long que prévu. Et puis, en début d'octobre, donc depuis 2 mois, nous avons eu une reprise des exportations d'un régime un peu plus tardif. Donc, la reprise de maintenance a été un petit peu plus tardif. Aujourd'hui, on est revenu des niveaux nominaux, mais voilà, il y a eu une petite volatilité à cause de ça. On peut dire, en fait, observant ces tendances, qu'on peut dire que la prime géopolitique, elle est liée à la crise du Moyen-Orient, impacte principalement les contrats à échéance proche, donc le Cal plus 1, le spot. Donc, on est donc, il semble maintenir les prix au-dessus de 37 € le mégawattheure. Donc, on est dans une fourchette, entre guillemets, ces dernières semaines, de 37 et 40. On voit que le Cal plus 1 se converge déjà vers le prix spot. Donc, il y a vraiment cette prime de risque qui est à court terme. Après, il y a Cal plus 2 qui est un peu plus bas, mais suit la tendance. Et après, en revanche, le Cal plus 3 est moins impacté par les événements conjoncturels. Donc, son prix est relativement bas.
et reflète mieux les facteurs fondamentaux qui sont plutôt confortables. Voilà pour ma part. Très bien. Alors du coup, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a eu un petit peu de volatilité sur les prix, puisqu'il y a une fourchette entre, ouais, c'est quoi, il y a 20 € à peu près de latitude entre février et les prix actuels, mais ça reste quand même un range qui est assez restreint par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Donc ça reste assez stable. On sait que le prix du gaz peut beaucoup influer sur le prix du CO2 et puis vice-versa. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'a été l'impact qu'a pu avoir le marché du gaz, notamment, sur le marché du carbone? Oui. Oui, alors, la corrélation entre gaz, CO2 et électricité, elle est toujours là. Il y a des moments qui c'est beaucoup plus fort ou moins fort. Donc, plus on utilise les centrales thermiques, donc plus on a besoin des quotas, d'acheter des quotas pour du CO2. Donc, après avoir atteint un pic de 76 € la tonne en mi-année, la mi-année, les prix sont stabilisés autour de 70 € la tonne pendant l'été. Et depuis septembre, on observe une tendance baissière qui fait tomber le prix sous le 63 € la tonne. Donc, une baisse assez significative. Cette baisse peut s'expliquer par la diminution de l'utilisation des centrales thermiques de gaz, comme on a vu sur la partie de la consommation pour la production d'électricité, grâce à la production du renouvelable. Parce que historiquement, on aurait dit peut-être qu'il y a eu un switch vers les centrales à charbon, mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu plutôt la production de renouvelables qui était assez forte cette année. Après, ils peuvent avoir d'autres facteurs, bien sûr. Par exemple, une baisse de l'activité des industries à l'échelle européenne. Il peut y avoir des augmentations, des mouvements de vente des quotas. Donc, on peut revendre nos quotas sur le marché, ceux qui en ont en plus. Donc, voilà, mais principalement, c'est grâce à la diminution de l'utilisation des centrales thermiques. Voilà, je pense que j'ai fini pour ma part. Très bien. Merci Julia pour toutes ces informations. Donc, il y a beaucoup d'informations. Le gaz, c'est quand même un sujet qui a été extrêmement préoccupant, on le sait, il y a 2 ans, et qui reste encore quelque chose qu'on suit de très près. Donc, merci pour tous ces éléments. Dans ce qu'on comprend, c'est que les prix restent quand même relativement modérés. Hein. On a un peu de volatilité, mais ça reste quand même, on va dire, extrêmement sympathique par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 ans ou même il y a 1 an, puisqu'il y a 1 an, je crois que les prix étaient les doubles. Et ce, malgré le contexte géopolitique qui reste encore tendu, donc il faut faire preuve de prudence. On peut peut-être profiter de la relative stabilité des prix pour prendre quelques positions si on a des petites corrections de marché, voire même au niveau actuel, si vous n'avez pas encore commencé votre couverture. Alors maintenant qu'on a parlé du gaz, on ne peut pas éviter le sujet. Je vous propose qu'on parle du marché de l'électricité avec Arnaud. Alors Arnaud, est-ce que tu pourrais nous donner un peu un état des lieux, des fondamentaux, en particulier de la dynamique entre l'offre et la demande en électricité? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Shamseddine et Lulia. Alors donc effectivement concernant l'électricité, on va donc en parler dans un premier temps avec la demande et une confirmation de la baisse de la consommation actuelle. Donc on peut s'attarder dans un premier temps sur le graphique de gauche et définir ensemble ce qu'on appelait à l'époque la consommation annuelle d'électricité un petit peu structurelle de l'époque, qui était visible entre 2010 et 2019. On était sur un corridor de demande de 480 TWh. Il faut savoir que cette moyenne de demande annuelle française, par 2 fois depuis 2005, elle a été fortement corrigée. Une première fois post-2008, entre 2008 et 2010, avec les premiers effets de la sobriété sur le réseau, puis une deuxième fois avec la crise sanitaire en 2019-2020, et un troisième décrochage enfin en 2022 avec la crise géopolitique ukrainienne, russe notamment, avec notamment l'effet prix qui contractait les effets de demande. Donc ça, c'était concernant l'historique. Maintenant, si on s'attarde sur les 12 derniers mois glissants,
on va avoir, pareil, un décrochage par rapport à 2023. On était déjà à des niveaux bas. En 2023, on était à 445 TWh si on regarde ce graphique-là. Et ici, on se rend bien compte que sur les 12 derniers mois observés, on est encore aujourd'hui sur un décrochage de -5 à -10% selon les différents mois observés par rapport à 2023. Donc globalement, on est sur une demande en confirmation de baisse. Néanmoins, il est intéressant pour conclure sur la demande d'évoquer la statistique d'RTE à un niveau de projection 2035, où RTE table actuellement sur une hauteur de demande de 580 TWh pour la suite. Donc 580 TWh, si on regarde depuis le 2005, on n'a jamais dépassé les 485 TWh de demande, donc plus de 100 TWh d'estimation. Pourquoi? Donc deux grandes raisons à cela. Dans un premier temps, c'est l'électrification des procédés d'un point de vue industriel. C'est le premier élément. Et le deuxième, peut-être le plus important côté transport, avec le fait que, avec un passage progressif aux véhicules électriques, donc des véhicules thermiques aux électriques, RTE, pour ses projections, justement, table sur 15 millions de véhicules électriques à l'horizon 2035. Donc, c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse qui a été utilisée. Sachant que ce chiffre de 580 TWh côté demande intègre bien l'effet sobriété sur lequel en ce moment il y a pas mal de mécanismes qui sont actuellement en place. Ensuite, on va s'attarder à la partie sur l'offre, avec dans un premier temps l'offre nucléaire précisément, et s'attarder sur la disponibilité du nucléaire. En 2023, on avait une disponibilité du nucléaire de l'ordre de 62% en moyenne sur l'année civile, quand en 2024, sur les 9 premiers mois de l'année, on observe 70% de disponibilité, ce qui est un gros rebond de 8%. Alors je parle de rebond parce qu'avant la disponibilité historique était encore plus haute. Et sur l'image de gauche, je vous présentais donc, de manière totalement arbitraire la journée du 15 octobre dernier, avec la disponibilité des certaines centrales électriques françaises sur une journée qui était aux alentours de 68% de disponibilité sur une journée répartie de manière plutôt homogène. Cette meilleure disponibilité sur le nucléaire se retranscrit d'un point de vue amélioration de la production annuelle, c'est ce qu'on va voir sur la prochaine slide, avec tout d'abord la comparaison avec le volume historique de production côté nucléaire qui était entre 2000 et 2019 de 400 TWh. Ça, c'était, on va dire, la production nucléaire structurelle. En 2022, on a eu notre année historiquement basse, côté nucléaire, avec les corrosions sous contrainte et les maintenances décalées. En 2023, une reprise progressive, c'est ce qu'on voit à peu près, c'est ce qu'on voit sur le schéma, pardon, en marron, où on avait l'enveloppe historique en grise. Et en 2023, on avait globalement jusqu'à septembre encore un décrochage de la production, puis fin novembre, une reprise globale au niveau des minimums historiques. 2024, maintenant, concernant les 5 premiers mois de l'année, on était encore sur on était à nouveau sur un décrochage de la production. Puis, post-mai, on était sur une reprise, même une bonne reprise, puisqu'à certains moments, je pense à un jour en juillet, on était au-dessus de la moyenne historique. Donc, c'était une bonne nouvelle, c'était une bonne reprise pour la filière du nucléaire. Ça s'est retranscrit donc dans la production dans l'année civile, si bien qu'EDF, c'était le 3 septembre dernier, avait revu à la hausse ses prévisions de production pour le nucléaire en passant de 330 TWh de prévision à 350 TWh de prévision. Donc une hausse de 20 TWh notable due à deux éléments. Le premier, une meilleure gestion des maintenances, puisque à l'époque, on a noté plus de 11 réacteurs qui avaient pu être remis en amont de leur date, de leur première date annoncée de nouvelles disponibilités sur le marché, grâce à des maintenances plus courtes. Donc ça, c'est le premier élément. Et des maintenances qui sont réalisées, c'est aussi des meilleurs rendements pour les machines. Et enfin, deuxième élément, c'est des conditions météorologiques favorables, puisqu'il n'y a pas eu de canicule ou de phénomènes météo avec températures très hautes qui auraient potentiellement impacté les arrêts de certaines centrales dans certaines régions, ce qui n'a pas été le cas. Donc ces deux bonnes nouvelles ont permis à EDF notamment de réviser à la hausse ses prévisions de production. On note que pour 2025, on est également sur un niveau moyen de 350 TWh. Donc on resterait sur la dynamique actuelle, mais avec un corridor et une pondération beaucoup plus importante, puisqu'on est sur un écart, on va dire, d'espérance qui est plus large, de 335 à 365 TWh. Donc cette partie, c'était concernant l'offre du parc nucléaire. Maintenant, on va passer à la partie sur l'hydraulique, qui est également intéressant à noter, puisque 2022 était l'année historiquement sèche, c'était
C'était même le plus grand niveau de sécheresse détecté en France depuis 1976. C'est dire par rapport à quelles statistiques on se compare. 2023, une reprise de la filière. Et quand on regarde 2024, donc sur le diagramme mensuel proposé sur la gauche, on observe bien une année 2024 meilleure encore que 2023, si bien qu'on part potentiellement sur des plus hauts niveaux historiques pour la filière hydraulique. Donc une très bonne nouvelle. Et il y a une statistique assez édifiante là-dessus, c'est la pluviométrie constatée. La pluviométrie constatée sur le printemps 2024, c'était plus 45% par rapport aux années 1991-2000. Donc c'est une bonne nouvelle pour la filière hydraulique, mais pas forcément pour nos différents week-ends en montagne. On peut ensuite passer à la suite, en passant notamment sur la partie renouvelable. La partie renouvelable qui va se décomposer en deux temps. Tout d'abord l'éolien, avec une production qui se maintient. On a en moyenne entre 1 et 2 gigawatts qui sont installés chaque année. Donc ce rythme se poursuit. Une production qui est même chose à 25 TWh aujourd'hui, donc la filière se porte bien. C'est plus de 3% par rapport à 2023 sur les mêmes mois comparés. Côté solaire, même chose, on a un bon rythme de nouvelles installations de centrales. La production, elle se porte très bien, elle est à plus de 5% par rapport à l'année dernière. Et autre statistique intéressante, c'est le niveau de production actuel du photovoltaïque, il est de 11,4 TWh. Donc jusque-là, on se dit, bon, bah, pas forcément c'est intéressant comme statistique, mais ça l'est, puisqu'au final, c'est exactement le niveau de production des centrales thermiques. Et c'est la première fois en France que les centrales photovoltaïques françaises sont au même niveau que les centrales thermiques. Donc c'est une très bonne nouvelle pour notre mix énergétique. Bon, bah du coup, si on devait résumer, c'est qu'on est dans un contexte de demande qui est en forte baisse, en décrochage par rapport au niveau historique, et que du côté de l'offre, on peut compter sur une disponibilité nucléaire qui s'est améliorée, enfin qui s'était déjà améliorée en début d'année, mais qui s'améliore encore et qui est maintenant largement soutenue par la production renouvelable, qui, comme tu l'as dit, égale maintenant la production via énergie fossile. Alors, on peut dire que c'est un équilibre qui est plutôt favorable. Et comment est-ce que ça s'est traduit sur les marchés de l'électricité et puis en particulier sur les prix spot? Donc, le spot, c'est le court terme et le forward sur le long terme. Alors, pardon. Donc, effectivement, côté spot, ça s'est traduit de la manière suivante. Donc, là, on va regarder le spot depuis janvier dernier jusqu'à hier. Globalement, on était sur des niveaux de volatilité assez relative pendant le premier trimestre, entre janvier et mars. Et aujourd'hui, sur le deuxième et troisième trimestre, ce qu'on constate, c'est une plus forte volatilité. On le voit bien d'ailleurs sur ce graphique, où potentiellement on observe beaucoup plus de variations entre les alentours de 105 et 5 euros du mégawattheure. Donc voilà, on a une volatilité beaucoup plus importante. C'est le premier élément qu'on peut noter. Le deuxième, c'est de manière un petit peu plus macro, c'est le côté anomalie de l'année 2024, dans le sens où on avait vraiment tous les feux, tous les voyants qui étaient au vert, puisqu'on avait une production nucléaire qui était de retour, ce qui est une bonne chose. On avait les ENR qui ont été particulièrement chanceuses cette année sur toutes les filières, que ce soit à la fois le vent, mais également l'hydraulique. On a eu une demande qui est en baisse et on a aussi eu des exportations qui se portaient plutôt bien. Plutôt bien jusqu'à fin mars, puisqu'on a eu un petit décrochage des exportations à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons ici de la baisse des prix spot. Et c'est une des raisons aussi de l'apparition d'encore plus de phénomènes de prix spot négatifs, puisque la France ne pouvait pas à certains moments échanger avec ces pays voisins, ce qui a tiré globalement les prix vers le bas, puisqu'on avait un excédent de production en France. Ces phénomènes de prix négatifs, c'est un phénomène qui se multiplie ces dernières années, et on va l'observer sur le tableau en bas, quand on va venir comparer le nombre d'épisodes avec des prix négatifs observés entre la France, les Pays-Bas et l'Allemagne entre 2021 et aujourd'hui. Si on s'attarde uniquement sur la ligne française, on observe qu'entre 2022 et 2024, on fait quand même un passage de 4 heures négatives observées à 147 pour l'année dernière et déjà 359, si ce n'est même un peu plus parce que j'ai actualisé les informations la semaine dernière. C'est tout simplement une multiplication par 2,5 du nombre d'épisodes à prix négatif. Donc c'est vraiment conséquent.
Et donc la réflexion et la question qu'on peut se poser pour la suite, c'est comment limiter ces phénomènes-là. Le premier, c'est la côté flexibilité, que ce soit d'un point de vue production avec des modulations nucléaires ou d'autres actifs, c'est la première possibilité. Également une flexibilité côté consommation, que ce soit avec de l'effacement, donc de l'effacement par exemple industriel, où on baisse sa consommation au moment en période de pointe. Et enfin, le dernier levier, c'est peut-être d'avoir plus de contractualisation renouvelable avec des mécanismes de complément de rémunération plutôt qu'obligation d'achat, qui pour le coup incite plus à s'arrêter, côté complément de rémunération que d'obligation d'achat. On peut maintenant regarder l'évolution des prix forward avec deux informations qui nous sont présentées ici. On va tout d'abord parler de l'effet backwardation qu'on retrouve bien sur tout l'exercice, donc depuis décembre 23 jusqu'à hier, encore une fois. On a donc les échéances les plus proches qui sont plus chères que les échéances les plus lointaines, ça c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est l'apparition de résistance, de planchers qu'on a du mal à dépasser sur les différentes années de livraison, puisqu'ils sont à des niveaux différents. Si on regarde l'année 25, par exemple, on a du mal à dépasser à être en dessous, pardon, des 68, 69 euros du mégawattheure. Et dès que c'est le cas, on a un marché qui s'opère avec un rebond technique qui est constaté. C'est l'observation qu'on le fait par 3 fois quand même cette année. Sur 26-27, on va dire aux alentours de 60. Dès qu'on est un petit peu en dessous, à chaque fois, il y a un rebond qui est observé. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu plus près justement cela avec une explication des différentes parties de l'année. On va essayer de les décomposer en 4 temps. Le premier temps, c'était la baisse entre décembre et mars dernier, avec globalement, on l'a vu, des fondamentaux qui étaient vraiment très positifs pour toutes les filières, pour la demande, donc vraiment que des bonnes nouvelles. Donc ça a tiré les prix vers le bas, première chose, puisqu'ils étaient à des niveaux très très importants en octobre et en novembre 2023. On a eu la confirmation du statut de premier exportateur européen pour la France. En 2022, c'était une des premières fois de l'histoire que la France était nette importatrice d'électricité. En 2023, ce n'était plus le cas, on était à nouveau exportateur. Et côté 2024, pour l'instant, tous les jours de l'année, la France a été exportatrice. Donc une très bonne nouvelle qui s'est retranscrite. Et enfin, on sortait d'un hiver doux, progressivement, donc une bonne nouvelle, notamment côté gaz et les stockages, qui restaient quand même globalement assez bien remplis. Et on va le voir par la suite, avec les deux augmentations, et même, je vous spoil un petit peu pour encore la suite, on aura une forte corrélation avec le gaz et le CO2. Maintenant, on va s'attarder sur les deux hautes successives entre mars et juin 2024, et cette fois entre juillet et septembre 2024, avec le fameux rebond technique dont on parlait tout à l'heure, avec les différents planchers dès qu'ils sont un petit peu atteints, avec le petit phénomène de rebond constaté sur les marchés, ou dès qu'une mauvaise nouvelle arrive, on se retrouve avec ce rebond observé. Également une orientation par le CO2 et le gaz qui a fortement incité les prix forward d'électricité. Puis, on a eu en septembre 2024, début septembre précisément, donc EDF qui tablait sur des reprévisions de sa production nucléaire à la hausse, donc bonne nouvelle pour le marché, détente sur le marché de l'électricité, mais pas que, mais également sur le côté gaz et CO2. C'est ce qui est retranscrit ici par la baisse observée entre la fin septembre et la mi-octobre. Dernièrement, donc c'est enfin la dernière pente haussière pour le coup, malheureusement, même si on est encore proche des niveaux de résistance actuels, on est sur une escalade et toujours on a une corrélation avec le gaz et le CO2, mais on a en ce moment une escalade à cause des fortes tensions, notamment géopolitiques sur le Moyen-Orient, toutes les incertitudes et sur les niveaux justement de surenchère de ce point de vue-là qui vont s'opérer. Donc les prix forward sont un petit peu tendus en ce moment et la volatilité est toujours aussi importante. Je conclurai en parlant peut-être des prévisions sur les forwards, en disant que globalement sur les fondamentaux, le nucléaire se porte bien. On a Flamanville qui va bientôt être, on croise les doigts, sur le réseau, puisque le raccordement au réseau d'une centrale nucléaire peut s'opérer uniquement quand la centrale est capable de fournir 25% de sa puissance nominale. C'est un actif de 1,6 gigawatts. Donc le nucléaire se porte bien, il est en reprise, des prévisions de projection qui sont bonnes, les énergies renouvelables, on continue de les développer côté éolien solaire à un très bon rythme, et pour l'instant les conditions météo sont favorables. Hydro, on va surveiller cette année, que ce soit d'un point de vue hydro ou même côté export, si on ne bat pas des records historiques côté français. Donc encore des bonnes nouvelles, on a une demande actuellement qui est basse, mais comme on l'a présenté au début, qui va potentiellement par la suite monter de manière assez significative par la suite. On parlait de 580 TWh par rapport aux alentours de 430 TWh aujourd'hui.
donc une demande qui va monter dans le futur. Donc voilà, je tenais juste à vous clarifier et à vous donner un petit peu cette vision supplémentaire par rapport à la projection sur les forwards. Très bien, merci Arnaud. Bon, en fait, la situation sur les lacs, elle finalement ressemble pas mal à la situation du gaz, hein, puisque on a un marché qui retrouve un peu de stabilité, un peu de rationalité après les prix qui étaient complètement fous qu'on avait vu en 22. Donc on a vraiment des prix qui sont modérés. Bon, il faut aussi tenir compte, on a une année avec un peu, enfin on a un million de planètes, puisqu'on a quand même pas mal de facteurs favorables qui ont permis d'avoir ces prix modérés. Du côté de la demande, tu en as parlé, aussi bien la sobriété que, on va dire, l'activité industrielle et économique qui n'est pas au summum, qui a permis d'avoir une demande qui était assez modérée. Et puis même du côté de l'offre, avec une bonne amélioration renouvelable qui est, on va dire, récurrente avec le solaire qui va aller en croissant, puisque les nouvelles capacités solaires notamment vont se mettre en route, mais aussi des capacités, enfin on va dire des phénomènes comment dire, temporaires et ponctuels comme les bons niveaux hydro qui sont complètement aléatoires, puisqu'en 22 on avait en plus des niveaux hydrauliques qui étaient vraiment pas bons. Et puis, il y a aussi un autre facteur exceptionnel qui est le fait qu'il y a eu quelques soucis dans les interconnexions entre la France et le reste, enfin, et ses voisins, qui ont fait que on n'a pas toujours exporté l'électricité à nos voisins, alors que théoriquement, la France est censée être très très bien interconnectée avec ses voisins. Et c'est ce qui fait que on était dans une situation où l'offre était abondante et où l'électricité, finalement, n'a pas pu être forcément exportée à nos voisins. Alors, c'est très bien pour nous. Ça nous a permis d'avoir des prix qui étaient faibles. Enfin, en tout cas, quand on est consommateur, c'était très bien parce que ça permet d'avoir des prix faibles, voire négatifs. Et ça a un peu agacé nos voisins européens qui, du coup, n'ont pas pu nous acheter l'électricité à des moments où eux étaient parfois en difficulté. Et bon, voilà, c'est des phénomènes qui ne sont pas forcément récurrents, en vocation à s'améliorer, puisque l'Europe a vocation à être bien interconnectée. Parce qu'en 22, lorsqu'on n'avait pas beaucoup d'électricité, on était content aussi d'avoir l'électricité de nos voisins. Donc voilà, donc je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a eu quelques facteurs qui étaient exceptionnels et sans doute non récurrents, qui pourraient peser du coup dans le futur. Alors, maintenant qu'on a un peu parlé d'électricité et du gaz, avec toutes les incertitudes que ça comporte, on a aussi à faire face aux incertitudes, cette fois-ci, non pas du marché, mais d'ordre réglementaire, puisque, comme vous le savez, l'ARENH se termine à la fin de l'année 2025. On ne sait pas bien encore ce qui va succéder concrètement, même si on avait évoqué dans notre webinaire de juin, qui était la présentation qui a été faite par Stéphane Raduro, des dispositifs qui étaient susceptibles de leur succéder. Bon, c'était avant en plus les législatives, donc là aussi, il y a des incertitudes. Alors, notre moyen de s'assurer une visibilité budgétaire, qui maintenant existe depuis des années, c'est d'avoir recours à des contrats d'achat long terme d'électricité renouvelable, ce qui permet du coup de participer à la transition énergétique, mais aussi de s'assurer une certaine visibilité budgétaire. Alors, ces contrats, on les appelle les Corporate PPA, Corporate Purchase Agreement, et du coup, Thomas Solari, un de nos experts, va nous éclairer sur ce sujet. Alors, Thomas, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ces PPA? Merci Shamseddine. Bonjour à toutes et à tous. Alors très rapidement, je fais partie depuis 3 ans maintenant du service agrégation et PPA de Gaz et Énergie dans le pôle transition énergétique. Et donc je suis ravi aujourd'hui d'échanger avec vous sur les Corporate Power Purchase Agreements, des contrats passionnants. Donc on va dérouler cela en exposant premièrement les objectifs d'un tel contrat, également en le caractérisant, et nous finirons en exposant les services que Gaz et Énergie pourrait vous apporter. Donc, premièrement, vous, gros consommateurs, vous avez la possibilité à la fois de verdir votre consommation d'électricité, mais également de contribuer au développement des énergies renouvelables selon certains niveaux, selon certains degrés.
Donc, si on regarde le schéma qui est exposé, en allant du bas vers le haut, donc de l'impact le plus léger au plus fort, si vous vous approvisionnez 100% via votre contrat de fourniture sur le marché, c'est-à-dire de l'électricité grise, nucléaire, vous n'avez pas d'impact. Ensuite, si vous consommez de la garantie d'origine, donc c'est un certificat, un document électronique qui atteste de la provenance de l'électron, donc en l'occurrence de parcs d'énergie renouvelable. Donc en fait, plus cette consommation de garantie d'origine va être locale, plus leur consommation et leur utilisation vont être vertueuses. Ensuite, on retrouve les PPA, les sujets qui nous intéressent. Alors, premièrement, avec les light PPA, finalement, qui sont une manière pour les producteurs de continuer à valoriser, à pérenniser des actifs qui existent déjà, qui injectent déjà sur le réseau. Et ensuite, on a donc les greenfield PPA, ou plus communément appelés les CPPA long terme. Donc, pourquoi ils sont importants? Alors, je pense ne rien vous apprendre en vous disant que le programme pluriannuel de l'énergie a fixé des objectifs très ambitieux de diminution des gaz à effet de serre d'ici 2030. Et un des vecteurs qui va permettre de l'atteindre, ça va être le développement des ENR, c'est-à-dire que les ENR doivent se dynamiser. Donc en fait, via ce contrat long terme, le producteur va pouvoir trouver une alternative aux contrats qui sont normalement publics de subvention et également diversifier ses méthodes de valorisation. Vous, en tant que consommateur, la contractualisation de ce CPPA va permettre tout simplement, très concrètement, le financement du parc. Et donc, vous avez une participation concrète à l'intégration des ENR de notre mix énergétique. Il y a un vrai levier de financement. Alors, quand on parle de ça, on parle d'effet d'additionnalité, c'est-à-dire que c'est votre tampon, votre signature sur le contrat qui permet à l'actif de sortir de terre. Alors, il y a un double effet. Premièrement, c'est de verdir une partie de la consommation via ce CPPA Greenfield long terme avec les JO associés, mais il y a également un effet d'amélioration d'image de l'entreprise avec également une participation pour l'atteinte de vos objectifs RSE, ESG et également Scope 2. On peut maintenant s'attarder sur la caractérisation d'un Corporate Power Purchase Agreement. Donc, de manière assez succincte, il s'agit tout simplement d'un contrat d'échange d'énergie bilatéral et privé, donc entre deux parties. Cette énergie-là, ça va être de l'électricité renouvelable, verte, avec les garanties d'origine associées. On vient de les mentionner juste avant. Ça peut être à moyen terme, si l'actif existe déjà, donc de 1 à 10 ans, ou à long terme, si c'est ce contrat-là qui permet de financer le parc, donc en allant de 10 à 25 ans. Donc, ce contrat-là, il est composé, il comporte les éléments assez standards d'un contrat que vous devez déjà connaître, à savoir donc la fixation du prix de l'énergie, le volume prévisionnel échangé, la durée de prévision également, les responsabilités et engagements des parties, les pénalités encourues en cas de non-respect de ces engagements. Voilà, c'est un contrat assez classique finalement, mais qui reste tout de même complexe. Très bien. Alors bon, je pense que l'intérêt RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises et des rapports qui y sont associés, il est assez évident pour les PPA. Mais dans ce contexte de prix bas, est-ce qu'il y a encore un intérêt à contractualiser des PPA? Oui, merci Shamsidine. Alors effectivement, nous allons aborder maintenant l'aspect financier. Donc, je vous ai introduit ici, exposé deux historiques sur les 12 mois glissants de l'année. Donc, le premier, le tableau, c'est l'historique des prix spot moyens. Et en dessous, on retrouve l'historique donc également sur les 12 mois glissants, des cotations à l'année N pour l'année N+1. Donc, c'est les prix futurs. Alors,
je ne vais pas vous exposer les tendances de marché qui ont été très bien expliquées par Arnaud. Moi, ce que je voulais, c'était faire une comparaison entre les prix des corporate PPA contractualisés et observés par rapport à ces prix de marché. Donc, finalement, si on regarde les prix spot, on voit qu'il y a pas mal de variabilité, alors que le prix PPA est un prix fixe. Alors, ça me permet d'introduire la notion de valeur marchande du corporate PPA, c'est-à-dire que si le corporate PPA est en dessous des prix de marché, alors dans ce cas-là, le PPA est dans la monnaie. Alors que, au contraire, si les prix de PPA sont au-dessus, des prix de marché, alors dans ce cas-là, le PPA n'est pas dans la monnaie. Alors, ça veut dire tout simplement que un coup il y a une perte d'argent, un coup il y a une perte, mais finalement, l'objectif d'un PPA, ce n'est pas cela. C'est vrai que intuitivement, on se dit, vu que les prix sont très bas, pourquoi payer un PPA à une valeur comprise entre 65 € et 85 € du mégawattheure, c'est les prix qui sont observés en ce moment. Alors, sans rentrer dans le détail, pourquoi une aussi grande tranche? Tout simplement parce que le prix va varier selon la durée de contractualisation, la filière. Le solaire va être contractualisé sur un peu plus longtemps, va être un peu moins coûteux. Mais donc, c'est pas parce que le PPA représente une perte marchande ou un gain qu'il n'est pas intéressant financièrement de contractualiser un PPA. Tout simplement parce qu'il faut avoir une vision long terme. Donc là, actuellement, on voit qu'il y a un tunnel de prix par rapport au prix futur, donc c'est pile poil entre les deux, mais c'est quelque chose qui peut être amené à bouger. Ce qu'il faut regarder, ça va être sur le long terme, est-ce que vous, en tant que consommateur, vous êtes prêt à payer un prix fixe, un volume prévisionnel? Alors, de cette manière, vous allez pouvoir vous couvrir une partie de votre budget d'approvisionnement, c'est-à-dire vous sécuriser et vous prémunir de la volatilité qui a été exposée par ailleurs. Alors, d'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas eu un énorme impact, alors que c'est vrai qu'avec cette baisse des prix, les contractualisations de PPA ont un peu diminué. Mais par exemple, chez Gazelle Énergie, 2024 a été la période la plus prolifique pour l'intégration de CPPA dans la consommation de nos clients, avec environ 15 PPA intégrés. Et même si on regarde à l'échelle du mix énergétique, sur le Q4 2024, au cours du Q4 2024, ont été ajoutés environ 500 gigawattheures de CPPA contractualisés, s'ajoutant aux 4 TWh qui étaient déjà contractualisés depuis 2019. Donc, j'ajouterai à ça un dernier point, ça serait par rapport à l'échéance du dispositif de l'AREN. Les corporate PPA pourraient également vous permettre de continuer à diversifier votre approvisionnement en électricité. Pour finir, j'aimerais vous exposer point par point les services qui pourraient être proposés par Gazelle Énergie. Mais avant ça, on va parler des points importants. Alors, pas tous les consommateurs ont accès à ces types de contrats, tout simplement parce que le producteur, le parc, est épaulé par une banque, et cette banque a un critère qui n'est non négociable, c'est-à-dire c'est la solvabilité, la bancabilité du consommateur, de l'acheteur, c'est-à-dire en d'autres termes, son risque crédit qu'il apporte au contrat. Est-ce qu'il y a un risque de cassure du contrat? Le deuxième prérequis, c'est d'être assez mature sur le sujet et s'y intéresser de près, parce que notamment il faut avoir une certaine appétence au risque, qui doit être notamment environ la même que celui de votre contrepartie, sur le prix, parce que le prix va être fixé sur le long terme, également sur la durée, et ça reste des contrats qui sont complexes au niveau juridique, réglementaire, au niveau de la gestion des flux. Alors, très rapidement et schématiquement,
si on regarde le schéma et de la gauche vers la droite, on retrouve d'abord donc le producteur qui est le vendeur du corporate PPA. Au milieu, il y a vous, consommateur, qui vous situez en tant qu'acheteur. Et à droite, il y a par exemple Gazelle Énergie, qui en tant que responsable d'équilibre va contractualiser la gestion d'équilibre de l'agrégation et également d'un contrat de fourniture va gérer le complément de la consommation. Alors, ça me permet directement de poursuivre sur nos services. Donc, effectivement, nous, avec cette double responsabilité, on est capable de réaliser l'équilibrage à la fois du soutirage et de l'injection, avec l'intégration de ces nouveaux volumes verts dans votre approvisionnement. Ensuite, on peut également vous apporter un service d'accompagnement et d'aide à la décision, de conseils sur la structuration de ce corporate PPA, sur les niveaux de volume à contractualiser pour ne pas prendre trop de risques, de quelle manière intégrer les PPA en fonction de votre formule et votre type de contrat de fourniture. Si jamais vous avez plusieurs sirènes, plusieurs points PRM de consommation, et ben comment en quelque sorte flécher tant de pourcents du PPA vers ces points de soutirage. On peut également, parce que je fais partie du service agrégation, aujourd'hui on travaille avec environ une trentaine de producteurs renouvelables. Donc on a un assez gros pipe qui nous permet, si vous êtes intéressé, de recevoir de notre part des propositions de corporate PPA qui n'auraient pas encore trouvé acheteur chez nos clients producteurs. Donc également, on a déjà fait mention, mais on gère aussi la gestion des garanties d'origine et des garanties de capacité. Donc les GO, on en a fait mention. On s'occupe de l'émission, de la certification, du transfert sur votre compte et de la destruction du document pour verdir votre conso. Là, mes propos étaient plutôt faits en surface. On n'est pas rentré dans le détail, mais on pourrait en parler encore pendant 2 heures des corporate PPA. En sujet annexe complémentaire, il pourrait avoir la banque, la BPI, qui a mis en place un fonds de garantie permettant justement aux consommateurs n'ayant pas accès au corporate PPA pour cause de manque de solvabilité, de solidité financière, d'y accéder sous certaines conditions, bien sûr. On a aussi des sujets d'IFRS 9 qui, en fonction de votre exposition au marché et si vous êtes concerné, pourraient dégrader vos bilans comptables. Et on a aussi un sujet d'autorisation de fourniture qui est très actuel et dont on parle beaucoup durant des groupes de travail sur le sujet. Donc je vais terminer en rappelant les 2 intérêts majeurs d'un corporate PPA, à savoir verdir sa consommation, en tout cas une partie, et également en profiter pour participer au financement des énergies renouvelables, et également de s'affranchir de la variabilité sur le marché en sécurisant une partie de son approvisionnement. Voilà. Donc là, c'était assez succinct. Je vous spoil un peu. On va organiser très prochainement un webinaire qui sera uniquement consacré au PPA, mais je pense que Shamseddine nous en touchera 2 mots. Très bien. Merci Thomas. Donc ouais, je pense que c'est important d'insister que le fait de contractualiser un PPA, ça doit s'inscrire dans une vision long terme. C'est vrai que les PPA, il y a un effet un peu moutonnier, un peu de mode. Quand il y a eu la crise énergétique et que les prix avaient flambé, les PPA étaient revenus à la mode parce que ça permettait d'avoir un prix qui était bien plus bas pour la fourniture d'électricité. Maintenant que les prix ont diminué, c'est vrai que l'attrait, il s'est un petit peu tari, faut être honnête. Les prix apparents des PPA sont moins attractifs que ce qu'on voit sur les marchés. Mais bon, voilà, c'est important vraiment d'insister sur le fait outre l'attrait RSE qui est inévitable et qui ne changera jamais, l'intérêt financier, il ne va pas se faire chaque année. Il va se faire certaines années, ce sera intéressant, d'autres années, ce sera moins intéressant. Mais on part sur des contrats qui sont des contrats à long terme, sur 15 ans, sur 20 ans, voire plus. Donc, ça permet, on va dire, de diversifier son approvisionnement, de s'assurer un prix, quel que soit le prix de marché, puisque les prix des PPA sont décorrélés des prix de marché. C'est peut-être aussi l'occasion aussi de souscrire à des PPA à un moment où il y a peut-être une perte d'attrait et que peut-être, voilà, du côté des développeurs, vous aurez peut-être
des prix peut-être un peu plus intéressants qu'ils ne l'ont été pendant l'année 22 où tout le monde voulait faire des pipiers et que ça a un petit peu fait flamber le prix des pipiers. Donc c'est peut-être, voilà, il y a peut-être une opportunité maintenant que moins de monde s'y intéresse, de s'y intéresser si vous voulez un peu pérenniser votre approvisionnement et vous assurer une visibilité qui bien sûr vient en addition de la règle et de tous les dispositifs qui pourraient être amenés à être mis en place. Voilà. Donc là, on est à quasiment 1 heure. On va essayer de ne pas trop déborder hein, du créneau. On ne veut pas trop être bavard. On va dire que nos interventions ont suscité quelques questions. On va essayer de prendre quelques questions, en tout cas les questions qui étaient récurrentes. Alors, on a une première question concernant le gaz, donc qui concerne Yulia, qui nous dit que autant pendant le conflit russe, l'impact de la Russie était évident, pourquoi est-ce que les conflits au Moyen-Orient pourraient impacter les prix du gaz? Oui. Donc, en effet, l'impact sur les importations européennes n'est pas tout à fait, pas vraiment direct, hein, parce que le Moyen-Orient, c'est plutôt en fait, il y a quand l'Iran est rentré dans le conflit de manière un peu plus directe, donc il y a toujours cette menace du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Et dans le Golfe Persique, en fait, donc le détroit d'Ormuz, en fait, c'est un passage qui permet d'exporter du gaz et du pétrole du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Et 80% du volume du flux du GNL va plutôt vers l'Asie. Donc, si le détroit ne remplit pas ses fonctions, donc qui peut être, si bloqué, il y a un problème. Donc, l'Asie va se retrouver à court de gaz assez rapidement. Et donc, le prix du GKM qu'on a vu tout à l'heure va potentiellement augmenter et donc l'Asie devrait se retourner vers d'autres pays, par exemple les États-Unis, que du coup, en fait, c'est notre exportateur principal. Donc, voilà. Donc, cela peut avoir un impact sur le volume GNL sur les importations du GNL vers l'Europe. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais l'idée, c'est ça. Ouais, je pense que c'est clair. Alors, on a une question qui concerne le gaz, qui est, je pense, qui concerne le gaz, qui est quel serait l'impact des élections aux États-Unis? C'est une question un peu facile, donc je vais pouvoir y répondre. C'est une question qui revient souvent. En fait, ça va dépendre. On a 2 candidats. Un candidat qui est plutôt pas pro-Europe, mais qui n'a pas forcément envie de rentrer en confrontation avec les autres continents, qui est Kamala Harris. Et donc, en tout cas, l'impact sur le gaz ne devrait pas changer beaucoup. On devrait avoir les mêmes flux de gaz qui arriveraient à nos côtes, puisque ce serait une continuation de la politique de Biden. Donc, ça ne changerait rien. On va dire que Biden était un peu poussé pour qu'on se brouille avec les Russes pour pouvoir nous vendre du gaz. Je suis un peu mauvaise langue en disant ça, mais c'est un peu un résumé. En revanche, si c'est Trump, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on le sait, Trump est dans une optique America First, et si à un moment, le fait de nous exporter du gaz, ça pouvait nuire à leurs intérêts, et que ça faisait flamber, alors pas flamber, mais ça renchérissait les prix du gaz sur le continent américain, on peut s'entendre à avoir moins de flux de gaz sur nos côtes. Donc voilà, ça sera un peu contrasté. Et ça, pour Trump, c'est assez général. C'est-à-dire que Trump est vraiment dans une confrontation avec les autres continents, en tout cas avec l'économie des autres continents. On n'est pas sur quelque chose de belliqueux, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'économie, d'une compétition économique. Donc si à un moment, le fait de nous livrer de moins de gaz pourrait affaiblir l'économie, notamment l'économie allemande, Trump, en tout cas, n'hésiterait pas à le faire. Voilà. On a une autre question, on va y aller assez rapidement, sur l'électricité. Alors, une question assez classique, hein, qui est quelles seraient les perspectives pour les prix forward pour les prochains mois à venir? Alors, question classique, mais pas évident d'y répondre. Où sont les prix? Où sont les prix dans une semaine, dans un mois et dans un an? Alors, je vais essayer de rester quand même factuel pour vous donner mon avis. Donc, dans un premier temps, si on s'attarde sur les fondamentaux, on l'a mentionné au préalable sur la partie spot et forward, ils sont très bons. Donc, d'un point de vue fondamentaux, c'est
c'est que des bonnes nouvelles sur les derniers mois. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est quand on regarde avec plus d'attention les prix spot 2024, je parlais tout à l'heure d'anomalie, avec que des voyants en vert. On était sur un prix spot moyen à 48 € du mégawattheure, c'était le double l'année d'avant, à 95 environ. Donc on est vraiment sur une dynamique positive. De ce point de vue-là, les forwards, on observe différents seuils, différentes résistances. Et on est aujourd'hui pas loin d'une des résistantes pour les différents produits CAL suivants. Donc, on a vu que systématiquement, quand on était proche d'une résistance, on allait monter un petit peu. Et enfin, d'un point de vue géopolitique, on est en train de traverser et on ne sait pas jusqu'où va atterrir cette surenchère d'un point de vue du conflit. Donc ça a un impact, mais également aussi les perspectives économiques françaises qui sont pas forcément bonnes. Donc en fait, quand on rassemble tous ces éléments, si je dois donner mon avis sur une dynamique forward, elle est plus pessimiste et elle s'oriente plus vers des prix à la hausse que à la baisse, malheureusement. Ouais. C'est vrai que mathématiquement, c'est un peu bateau de dire ça, mais le potentiel baissier sur l'électricité, il est de 70 € max, si on arrive à zéro, si tant est qu'on puisse arriver à zéro. En revanche, avoir un potentiel de hausse de 70 €, c'est pas très compliqué, puisque en l'espace d'un an, là, je suis en train de regarder les prix. Au même moment, le 23 octobre 2023, les prix étaient un peu plus de 2 fois les prix actuels. Donc, si les prix doublaient, on ne serait qu'au niveau d'il y a un an, sachant que les niveaux d'un an n'étaient pas les maximums. Donc, c'est vrai que voilà, quand même pas mal d'incertitudes pour les mois à venir. On peut avoir une situation qui reste favorable, mais on est quand même dans une optique un peu bisounours là où en fait tout se passe bien et aucun risque n'est pricé. On voit même que tous les conflits géopolitiques n'ont quasiment plus d'impact sur les prix d'électricité. Là où il y a 2 ans, dès qu'il y avait un tweet de Trump, les prix ils faisaient plus 100 €. Alors on a aussi beaucoup de questions sur les PPA. On va essayer d'y répondre la prochaine fois parce qu'on fera quelque chose d'un peu plus détaillé. Comme l'a dit Thomas, on va juste prendre une question qui est un peu classique, qui concerne, alors je vais lire, c'est est-ce qu'il faut que le fournisseur soit Gazelle Énergie pour que vous puissiez proposer un contrat d'agrégation? Oui, alors effectivement, c'est également une bonne question qui est très souvent posée. Alors, c'est vrai que la responsabilité d'équilibre, agrégation et fourniture peut être totalement dissociée. Nous, Gazelle Énergie, en tant que fournisseur et agrégateur, très naturellement, on a, pour la majorité des corporate PPA qu'on intègre dans la consommation de nos clients, on a la casquette de la double responsabilité d'équilibre, agrégation et fourniture. Après, dans certains cas, si l'agrégateur n'est pas fournisseur, si le fournisseur n'est pas agrégateur, il existe des systèmes où l'un peut envoyer les flux à l'autre. Bon, c'est pas quelque chose qu'on conseille. De toute manière, on fait les deux, donc autant le proposer, ça simplifie grandement parce que on a une optimisation des flux financiers et énergétiques, une optimisation contractuelle et juridique. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on conseille. Si vous avez la possibilité de mutualiser, de passer par un RE qui est la même entité, je vous conseille de le faire. Dans certains cas, ça peut même vous permettre d'optimiser les coûts d'équilibrage. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. De toute façon, on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail, puisque les PPA, c'est quand même quelque chose qui suscite beaucoup de questions, parce que c'est pas toujours facile, il y a un petit peu de complexité. Donc voilà, on essaiera. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les communiquer, soit via le chat là, soit de manière par mail, et puis on essaiera d'aborder plein de sujets que vous auriez abordés. Voilà, bon, on est ensemble depuis maintenant un peu plus d'1 heure. Notre webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça vous a plu. Vous êtes très nombreux à vous être connectés, plus d'une centaine. À chaque fois, vous êtes plus nombreux, donc ça nous fait très plaisir. On va remercier Yulia, on va remercier Arnaud, on va remercier Thomas pour leur intervention. Donc, je le répète, il y aura un prochain webinaire concernant les PPA à la mi-décembre. Donc, vous envoyez un mail avec les questions. D'ici là, si vous avez des questions,
Et même si vous n'avez pas de questions, on va vous informer. Vous pouvez vous suivre la page LinkedIn de Gaz à l'énergie, où on partage régulièrement des actualités. Si vous n'êtes pas d'ailleurs abonné aussi à notre newsletter, on en partage de manière hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations ou même des suggestions pour les prochains webinaires. Ça, c'est important. L'idée, c'est d'aborder des sujets qui vous intéressent. On va tous vous souhaiter à toutes et à tous un très bon après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt.